Messieurs, bienvenue à la conférence Fiabiliser et sécuriser sa paye. On vous dit tout. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir revoir ensemble, on dirait une espèce de checklist importante à ne pas rater. On en a discuté longuement dans la préparation de cette table ronde et on a trouvé un point commun qui est quand la paye est bien faite, tout le monde est content. Par contre, quand il y a une erreur, le monde s'arrête. Donc, je pense que c'est important de comprendre et pouvoir réviser avec des experts les différentes thématiques à surveiller et surtout comprendre le pourquoi et le comment. Donc, je pense qu'on va tout simplement commencer sur la première question qui est est-ce que la paye est une tâche complexe ou facile et si oui ou non, pourquoi? Je pense que c'est intéressant. Bonjour à tous, donc je me présente Sébastien Serveil, je suis le président fondateur de la société Service Network Pay. Et Service Network Pay Web, on fait de la paye externalisée et de la mise à disposition de solutions de paye. Voilà. Donc là, moi aujourd'hui, mon rôle est d'intervenir pour vous indiquer comment dans notre cabinet on sécurise la paye. Et moi, mon rôle est d'intervenir sur la partie légale et conventionnelle. Aujourd'hui, on sait que sur la sécurité, et surtout sur la fiabilité des bulletins de salaire, le rôle de la gestion optimale de l'ensemble des conventions collectives, entre autres, est un élément très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui doivent réaliser des bulletins de salaire doivent s'assurer en premier lieu que leur logiciel de paye est capable de pouvoir gérer un minimum la convention collective qu'ils gèrent, mais également toutes les évolutions, en plus des évolutions conventionnelles, toutes les évolutions légales. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à donner en premier lieu pour partir sur la partie logiciel de paye, c'est vraiment de vous assurer que votre logiciel soit capable d'administrer et de gérer toutes les évolutions légales et conventionnelles. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 650 conventions collectives, c'est quand même assez important. Donc voilà, assurez-vous de ce premier point. Au niveau du logiciel de paye, évidemment, il faut que tous vos collaborateurs soient le mieux formés, ce qui est aussi un élément important. Et ensuite, il faut s'assurer aussi que votre logiciel de paye puisse vous aider dans la vérification de certaines données. Il y a des données parfois un peu sensibles comme les bases CSG, les réductions générales de cotisation, les calculs de DSN. Assurez-vous voilà, que votre logiciel soit capable de pouvoir gérer cette partie-là. Et ensuite, en plus du logiciel de paye, il y a évidemment toute la partie documentation qui est également importante, donc toute la documentation sociale qui va vous permettre d'interpréter les textes, puisqu'en plus du logiciel de paye qui va automatiser le calcul des bulletins, il y a parfois un rôle d'interprétation pour ajuster un petit peu les bulletins de salaire. Et donc ça, la documentation est également très importante pour pouvoir sécuriser et fiabiliser vos bulletins de salaire. Voilà ce que je peux dire sur la partie légale. Après, au niveau du marché, il y a énormément de logiciels aujourd'hui sur le marché. Il y en a certains qui indiquent pouvoir gérer une multitude de conventions collectives. Il y en a d'autres qui gèrent un peu moins. On retrouve un peu de tout. Les plus gros doivent pouvoir gérer des 650 conventions collectives, il me semble. C'est un point important à comprendre et on le reverra aujourd'hui aussi, c'est la paye n'est pas tout simplement une transaction financière. C'est bien, il y a un contexte économique pour l'entreprise derrière. Et surtout, et le plus important, et on le reverra aujourd'hui, c'est la confiance des employés. C'est quelque chose qui reste totalement indispensable parce que c'est une remise, si mal fait, en question de l'entreprise, de la marque employeur, des avantages que les employés peuvent avoir. Donc finalement, c'est quelque chose à bien surveiller. Nicolas, Kevin, comment ça se passe pour vous sur cette partie sécurité aussi et confidentialité? Alors je ne vais pas rajouter grand-chose, simplement en complément. Une paye juste n'est pas forcément un net à payer juste. Il faut savoir que beaucoup de nos clients ont cette obsession-là et oublient complètement qu'il y a aussi des calculs de cotisation sociale et aujourd'hui, trop de bulletins sont erronés liés à un mauvais calcul des cotisations sociales et on se retrouve avec, à démarrer des dossiers pour lesquels on découvre notamment trop de cotisations versées aux organismes sociaux. C'est assez surprenant, mais aujourd'hui, c'est encore le cas d'une manière assez large. Donc c'est pas uniquement un net à payer, c'est vraiment un ensemble de calculs. À chaque paye, à chaque client, on a un contexte particulier. Donc aujourd'hui, on est vraiment obligé d'affiner pour arriver à... Donc ça reste un métier d'expert, et c'est cette expertise qu'on essaie aussi de mettre en avant au travers de nos missions. Kevin?
Je ne vais pas rajouter grand-chose, effectivement, mais il y a toute cette partie effectivement des évolutions conventionnelles et légales où ça a été une véritable révolution justement dans le monde de la paie il y a quelques années, avec l'arrivée d'acteurs qui justement ont pris cette évolution légale et conventionnelle automatique. Il y a l'arrivée de la DSN, comme l'a décrit Nicolas aussi, qui a joué beaucoup de choses sur les cotisations, mais on voit que ce n'est pas encore parfait, qu'il y a encore des contrôles à ajouter, des choses à faire, ce qu'on verra par la suite. Et puis aussi, c'est un métier d'expert, donc il y a les hommes qui sont derrière. On lisait en préparation de la table ronde une étude d'ADP qui est présente à l'événement, qui annonçait que 61% des entreprises gèrent leur paye en interne et avouent que leurs opérations de paye ont été au moins une fois impactées par la faille de sécurité durant les 24 derniers mois. 61%. Comment ça se passe pour cette sécurisation, le stockage des données, la confidentialité des informations? Effectivement, il y a juste une deuxième partie dans la sécurisation, c'est aussi la sécurisation informatique. Parce que en paye, on gère des données sensibles. On gère des données personnelles, on gère des données de salaire. Et donc, cette partie-là devient prépondérante, justement, dans la sécurisation de la paye. On le verra un petit peu plus tard, mais le lien entre les SIRH et la paye, notamment, permettent de sécuriser énormément les données. C'est un nouveau contexte avec les API, notamment, qui permet d'intégrer totalement les deux solutions, même si elles sont traitées par deux éditeurs différents, et d'apporter une vraie sécurité à ce niveau-là. Ça évite d'avoir des données qui se baladent dans la nature, par email, et ainsi de suite. Oui, et ce qu'on peut rajouter également, c'est qu'au niveau de la sécurisation des données, aujourd'hui, avec l'ensemble des normes RGPD qui s'imposent à l'ensemble des entreprises, il est important de sensibiliser tous vos gestionnaires de paye aux données qu'ils traitent, qui sont des données personnelles et des données très sensibles. Donc ça, c'est vraiment très très important de les sensibiliser là-dessus. Nous, on leur fait signer même des chartes de confidentialité pour éviter qu'ils aient l'envie, après on ne maîtrise pas tout, mais de divulguer certaines informations, puisque parfois on peut gérer des payes de certains chefs d'entreprise avec des sommes qui sont importantes ou de sportifs de haut niveau. Et donc à ce niveau-là, évidemment, il faut avoir toute confiance et il faut sensibiliser l'ensemble des intervenants dessus pour éviter des fuites. Et du fait, il y a une petite anecdote RIB concernant les RIB. Ah oui, alors, oui, puisqu'on parle donc de sécurisation de données, ce que veut dire Alexis, c'est qu'il y a 2 mois de ça, on a eu un client m'appelle et me dit: Sébastien, voilà, je vous appelle parce qu'on a eu, la banque vient de nous appeler. Sur le fichier de virement qui compte 1000 collaborateurs, il y a 3 fichiers, 3 RIB qui sont 3 RIB étrangers. Et donc on a stoppé le virement parce qu'on ne sait pas qui appartient de ces RIB. Donc on a regardé en interne et en effet, ça ne correspond pas en tout cas au RIB des collaborateurs sur lesquels c'était mentionné. Donc on a fait une recherche et en fait, aujourd'hui, ce que je veux dire par là sur cette anecdote, c'est que les logiciels de paye tels que celui que nous on utilise, et je sais que beaucoup le font aujourd'hui, permettent d'avoir une traçabilité sur toutes les modifications qui sont apportées dans les logiciels de paye. Et ça, aujourd'hui, c'est un élément qui est capital, parce qu'il y a une grosse partie des fuites ou des éléments de fraude vont provenir d'une défaillance humaine. Et donc là, on s'est rendu compte, en faisant des recherches avec l'outil, qu'on a pu identifier l'identifiant qui s'était connecté sur le logiciel, qui avait effectué la modification, et on a retrouvé également l'adresse IP, et on a pu faire le lien entre les deux, et ça nous a permis d'identifier quel était le collaborateur qui avait fait la modification de ces RIB. Sans cet outil-là, aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est aussi important dans la traçabilité de pouvoir suivre toutes les opérations qui sont effectuées. Là, c'est un exemple que tu prends sur le RIB, mais j'en ai eu d'autres aussi sur des salaires de base, où on peut avoir des fois des modifications de salaire, d'autres éléments qui vont avoir une forte importance sur la paye. Et à ce moment-là, avec ces éléments-là, aujourd'hui, ça sécurise les employeurs sur le fait de retrouver plus facilement les personnes qui sont responsables de ces actes-là. Super, merci. Juste un petit complément. L'externalisation permet de reporter le risque sur un tiers, donc c'est pas neutre dans ce genre de prestations. Je prêche pas pour notre paroisse.
Oui, oui. C'est une réalité finalement, le fait d'externaliser envers une entreprise qui a l'expertise de faire ça et que la garantie légale, couverture, on parlait la dernière fois d'avoir des juristes à l'intérieur même d'une boîte pour fiabiliser l'ensemble des choses qui peuvent être faites, c'est un coût assez élevé que dès le moment où on externalise, on a les mêmes garanties sauf reposer sur une partie financière qui peut être plus contrôlée. Donc, Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, alors la partie externalisation va concerner essentiellement les PME. Donc sur des sociétés de moins de 500 collaborateurs, on retrouve beaucoup de sociétés qui externalisent. D'accord, je ne dis pas que c'est la majorité, mais en tout cas une grande partie. Dès qu'on est sur des seuils supérieurs à 500, on va se retrouver avec une internalisation. On a aussi de l'internalisation sur des sociétés inférieures, évidemment, et souvent la difficulté, c'est que l'ensemble des données et la réalisation des bulletins de salaire reposent sur une seule personne. Et ça, en interne, ça peut être une difficulté, puisque les entreprises se disent, si mon collaborateur il est absent, si mon collaborateur il a un arrêt de travail, maladie ou autre, qui va faire les bulletins de salaire? Donc pour répondre à cette problématique-là, il faut soit mettre en place déjà en interne, on va dire une bible de la paye avec des process bien établis pour que n'importe qui, entre guillemets, puisse au pied levé reprendre les bulletins. Ou sinon, nous, ce que l'on propose aussi dans notre entreprise, c'est que les sociétés qui sont en mise à disposition du logiciel de paye que l'on propose peuvent basculer en mode externalisé en nous indiquant, mais voilà, on a un collaborateur qui est en absence maternité. Aujourd'hui, on a 3 contrats actuellement où on a un remplacement de maternité, un remplacement à longue durée. Et on intervient et on continue à produire les bulletins et ça sécurise énormément. Donc, qu'on soit en mode externalisé ou en mode internalisé, il y a toujours des solutions pour pallier à cette problématique-là. Donc ça reste un relais finalement de l'internalisation qui peut à tout moment compter sur une externalisation si le sujet s'y prête. Partie importante, il y a un moment où je pensais faire un peu comme une cheerleader pour animer le public et j'allais poser la question qu'est-ce que tout le monde veut à la fin du mois? Et j'attendais un bulletin juste. Et ça, c'est une question importante parce qu'on a le sujet qui n'est pas uniquement la finalité, qui est ce qu'on reçoit, mais qui est la préparation. Donc, concernant la partie de l'amont paye, comment est-ce qu'on fait pour préparer au niveau des équipes, la structure, les processus pour garantir la justesse à la fin? Comment est-ce que ça fait? La phase en amont de la paye est une phase stratégique. Si elle est bien cadrée, si elle est bien organisée, théoriquement, elle sécurise 80% du process de paye. Et donc aujourd'hui, avec l'avènement des API, avec l'avènement du SIRH, on va pouvoir inverser un peu un logiciel qui était de dire que la paye pouvait nourrir le SIRH. Aujourd'hui, on considère que la paye doit être esclave du SIRH, donc le SIRH maître, et envoyer les données, alors selon des flux un petit peu différents, des flux tout au long du mois pour les données du dossier du salarié, pour les données contractuelles, pour les arrêts de travail qui doivent être traités en temps réel, et puis selon des cadencements qui doivent être parfaitement organisés, venir nourrir la paye par des exports à la date d'arrêté de paye sur des périodes de référence qui sont bien maîtrisées et venir nourrir automatiquement la paye avec des intégrations en paye de ces exports-là, ce qui va permettre de fiabiliser et de sécuriser complètement la paye. L'idée, c'est d'éviter absolument les doubles saisies. Et puis aujourd'hui, avec les SIRH qui sont aussi ouverts aux collaborateurs, donc on a vraiment une première saisie qui peut être sur certains éléments faits par le collaborateur et qui va venir alimenter, avec des process de validation et des workflows de validation dans le SIRH, venir alimenter avec une grande sécurité, une grande justesse la paye. Donc l'idée de cette phase amont, c'est vraiment de l'optimiser avec des process et des outils. Et le SIRH est vraiment une super solution dans ce contexte. Pour rebondir sur la phrase qui a été dite, que je pense qu'elle est assez importante, sur le fait que le SIRH, que la paye doit être esclave du SIRH, quelle est un peu la réaction que vous portez aussi, Kevin, Sébastien? Question API, interopérabilité, finalement c'est quelque chose d'important. Donc, Alors oui, c'est évident qu'aujourd'hui le SIRH et la paye doivent être liés et que la majorité des informations doivent arriver du SIRH pour alimenter la paye. Maintenant, je suis... Alors, pas en contradiction, mais il y a une partie en fait qui reste délicate, c'est le côté réglementaire. Et aujourd'hui, dans le SIRH, on ne va pas couvrir l'intégralité du réglementaire, contrairement aux logiciels de paye qui vont avoir un impact direct sur la paye. Donc on peut retrouver des champs que l'on ne va pas avoir dans le SIRH et qui sont exclusivement liés à la paye et qui vont avoir une incidence forte sur la réalisation des bulletins de salaire.
Donc oui, le SIRH doit rester majeur, mais il faut quand même s'assurer de certains éléments qui sont importants. Et évidemment, une paye juste passe aussi par la gestion du réglementaire, en plus de l'ensemble des éléments variables, qui sont aussi très importants. Super, merci. Kevin? Et c'est ce que disaient effectivement Nicolas et Sébastien, le process RH est très important dans cette sécurisation. Il y a certains éléments où le SIRH sera à mettre, les informations personnelles, et ça viendra sécuriser justement tout le process de paye du début à la fin, parce que ça vient des collaborateurs, il y a des éléments de contrôle, et ça vient sécuriser aussi en termes informatiques ces choses-là, en termes de traçabilité. Et puis il y a certaines informations réglementaires, où là, ça doit être effectivement les informations de paye, enfin les logiciels de paye qui doivent gérer tout cela. Et donc ça, c'est très important, c'est que c'est vraiment un process SIRH paye qui doit être bien imbriqué et qui doit être très bien adapté à vos process RH des sociétés. Vous imaginez que je vais devoir poser la question parce que c'est les deux grosses lettres de ce salon. Comment est-ce que peut affecter l'IA par rapport aux notions de sécurisation, fiabilité et autres par rapport à la paye, Kevin? L'IA est dans l'air du temps, ce qu'on voit. Encore très peu en paye. Ce qu'on voit à aujourd'hui, il y en a beaucoup dans la finance, il y en a beaucoup dans tout ce qui est marketing. Et puis petit à petit, on le voit sur le salon, il y a de plus en plus de conférences sur l'IA, mais qui sont encore très tournées vers le recrutement, vers la formation, et encore très peu sur la paye. Pourtant, on voit que la matière paye peut être vraiment justement liée à de l'IA. Ce qu'on a abordé ensemble, c'est qu'il y a eu plusieurs évolutions ces 10 dernières années dans la partie paye. Il y a eu l'arrivée du légal et du conventionnel en automatique, avec des acteurs qui sont apparus depuis quelques années. Il y a eu toute la partie DSN, justement, sur la partie cotisation. Et il y a eu l'avènement des SIRH, et notamment de l'imbrication des SIRH et de la paye, justement pour continuer à sécuriser ces choses-là. Et pour moi, l'IA, ça va être la 4e révolution qui va arriver sur cette partie, parce qu'elle va permettre de résoudre 2 points principaux qui sont à l'heure actuelle problématiques en paye. C'est l'automatisation des tâches répétitives, et c'est surtout d'amener encore plus de contrôle sur cette matière réglementaire avec des évolutions qui arrivent tout le temps. L'IA va permettre de répondre à ces points-là. Si on rentre un peu dans le concret, on peut voir 4 effectivement applications concrètes de l'IA sur la partie de sécurisation de la paye. C'est le contrôle des paramétrages lorsqu'on met en place une nouvelle solution de paye, en termes de réglementaire, en termes de règles de la société, en termes de règles conventionnelles et légales. Ça, l'IA va pouvoir permettre d'être plus rapide, de sécuriser, fiabiliser toute cette partie-là. Il y a le contrôle à mon paye, dont on discutait auparavant, qui est très important dans le cycle. L'IA va permettre justement de continuer à sécuriser, de continuer à fiabiliser cette partie et d'apporter encore plus de choses en termes de contrôle de cohérence. C'est-à-dire qu'une interface entre le SIRH et la paye, elle peut bien se passer, c'est-à-dire que l'information A va bien dans la solution de paye, mais elle peut être incohérente parce qu'il y a une erreur humaine à ce niveau-là. L'IA peut pallier à cette partie. Et ensuite, vous avez toute la partie contrôle également de paye qui est faite à l'heure actuelle, qui peut être améliorée avec l'IA. Le dernier point qui est plus ou moins lié, c'est ce que disait Nicolas quelquefois, vous avez encore des sociétés qui payent trop de cotisations. Vous avez cette partie sur la partie optimisation de charges, où l'IA justement peut participer à ces contrôles d'optimisation de charges directement en interne sans pouvoir passer par des cabinets. Donc, si on comprend bien, c'est l'IA peut avoir un rôle de double checking par rapport aux tâches qui sont faites par l'humain, pour le dire d'une certaine façon, les tâches classiques, mais est-ce qu'à un certain moment, l'IA peut avoir la capacité de remplacer le gestionnaire de paye? Est-ce que... On peut en discuter longtemps. Mais avec plaisir. Moi, je reste persuadé. Je pense qu'Alexia va nous engueuler si c'est longtemps et le public peut-être s'endort, mais... Vous avez encore 10 minutes. Je sais. Vous pouvez y aller. Non, je reste persuadé qu'il faudra toujours une autre IA. C'est l'intelligence d'analyse de nos équipes pour s'assurer que justement par rapport aux réglementaires, aux particularités de la paye et au contexte particulier de chaque entreprise,
on soit en parfaite conformité. Je pense qu'il y a, mais sur des checks essentiels, comme par exemple un contrôle, comparaison du moins M par rapport au moins M-1, que l'IA puisse, par exemple, gérer ce genre de contrôle, c'est hyper pertinent dans un processus de sécurisation de la paye. Super. Oui, non, je te rejoins complètement, Nicolas, sur l'analyse que tu fais de l'IA. Et en effet, chaque consultant de paye aujourd'hui a un rôle différent Alors, on parle de l'IA, mais le métier de la paye a énormément évolué. Moi, quand j'ai démarré la paye, on faisait à l'époque des ADS, on les faisait même papier sur des documents qui se décalquaient sur un autre papier, tout à la machine à calculer, et on regardait à la fin en priant que le montant total corresponde bien au brut qu'on avait sur un livre de paie. Donc aujourd'hui, bon, les choses ont bien évolué, et tout ça pour dire que le métier du gestionnaire de paye, on en a toujours eu besoin, on en a encore plus besoin, et je pense que ce sera le cas demain. Même avec l'arrivée de l'IA, c'est juste que la façon de travailler change. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins, il y a quasiment plus de saisie, donc ça c'est vraiment un plus. Le travail va être plus dans l'analyse et dans le conseil que vont pouvoir donner les gestionnaires de paye auprès des entreprises dans lesquelles ils travaillent ou auprès de leurs clients s'ils travaillent dans une société de paye externalisée. Donc on va être plus sur des rôles de conseil, à mon sens. Super. On a libéré avant la petite conclusion une période de questions-réponses parce que comme on sait que les sujets paye sont assez critiques, donc en tout cas, je pense que je vais consacrer quelques minutes de plus à cette partie, sachant qu'il y a les experts ici, comme à ça on peut donner peut-être des points de lumière. Donc on peut passer aux questions? Oui, après je finis avec la conclusion. Oui, non? Des questions? Bon, moi j'en ai. Eh bien, avec grand plaisir. Non, moi tout simplement, justement, on en a parlé rapidement, c'est sur l'IA, et on sait que l'IA va nous transformer, que ce soit dans tous les métiers des ressources humaines, que ce soit la paie, le recrutement, la formation. Comment justement l'IA va s'immiscer dans les systèmes de paie sur les 10 prochaines années à venir? Est-ce qu'on peut déjà avoir un avant-goût de ce qui va se passer, et comment on s'y prépare en tant que RH? Je prends 30 secondes parce que je pense que c'est assez clé par rapport à ce que vous disiez. Si à un certain moment on parle de paye qui est esclave du SIRH, je pense qu'à ce moment-là, plutôt qu'une exécution paye où ce soit le gestionnaire, le développement à l'intérieur des SIRH devra passer sur une logique de est-ce que j'ai une réintégration des bulletins et c'est le logiciel SIRH que dans la vérification utilise l'IA pour revérifier et matcher les différents bulletins? Est-ce que c'est une tâche, comme on dit, l'IA qui est en complément du SIRH, qui est le contrôle de la donnée? Est-ce que ça doit se faire plutôt là? Question aussi que j'ouvre plutôt que sur un exécutant des gestionnaires. Est-ce que ça ne doit pas être après sur la version de ce que voient ou utilisent les équipes RH, qui dans ce cas serait le SIRH à l'intérieur d'une boîte? Je pense qu'effectivement, c'est comme tu dis, il y a une transformation du métier du gestionnaire de paye avec l'IA. Et on va avoir des impacts par rapport à ça, mais ça ne viendra pas le remplacer comme ça a été décrit. Quels sont les impacts déjà concrets sur cette partie? On le voit déjà en amont paye. Factorial en est la preuve. Il y a déjà de l'IA qui s'immisce dans les SIRH pour la partie formation, pour la partie recrutement, pour la partie onboarding qui vient impacter directement la paye, typiquement de venir contrôler que les informations saisies par les salariés en termes de date, en termes de numéro de sécurité sociale, qui peuvent faire perdre du temps, qui peuvent avoir un impact sur la paye, soient cohérentes. En venant lire des documents officiels, par exemple. Ça, l'IA va permettre justement ce genre de choses. Et ensuite, sur la partie paye, en termes d'exemples concrets, c'est qu'il y a une transformation, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a encore des contrôles chronophages en termes de paye. Même pour les grosses structures, on pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, c'est un presse-bouton et ça part. Mais en fait, il y a encore des contrôles manuels qui sont faits avec, par rapport au M-1, est-ce que la personne, tiens, elle avait la mutuelle, est-ce qu'elle a bien encore la mutuelle? Parce qu'il peut avoir encore des problématiques de paramétrage sur les solutions. Est-ce que, effectivement, la personne est malade? Est-ce qu'il y a de la carence ou pas? Il y a encore des contrôles qui sont faits manuellement par les gestionnaires de paye. Avec l'IA, justement, le but, c'est de dégager ces contrôles qui sont sans valeur ajoutée pour se concentrer sur les cas complexes, les cas de maladie, les licenciements, et surtout d'accompagner les salariés justement sur les questions qu'ils ont autour de la paye. Et c'est en ça qu'on va avoir un impact positif de l'IA sur la partie paye et sur la partie sécurisation.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive à la fin de cette journée, cet après-midi en tout cas. Non. Un dernier mot de la fin peut-être? Oui. Alexis? Je me le garde. Comme j'ai commencé, je finis. Ah, voilà, Alexis, absolument. Je pense que pour nous, c'est un exercice factorial, est une solution qui est née en 2016 en Espagne. Le deuxième marché qu'on a ouvert très rapidement, c'était la France. Et comme vous l'imaginez bien, pour l'ensemble des entreprises sur la partie RH, la France reste un peu la Champions League, dans le sens où tout est très poussé, très compliqué à voir. Donc je pense que c'est un exercice qu'on a dû faire, d'où un peu la relation aussi qu'on a réussi à avoir, c'est de comprendre bien les enjeux par rapport aux entreprises, retracer par rapport aux gestionnaires et le lien qu'ils peuvent avoir avec la paye. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on compte avec des partenaires comme SNP Web, Fortify et PayRH. Parce qu'on sera en continuelle recherche de qu'est-ce qui doit être bien fait. On a 650 conventions collectives, comme on disait avant. Donc, l'exercice légal de faire que tout soit en conformité va être présent à l'infini. Merci à vous. Donc, je pense que c'est un exercice qu'on continuera à avoir. Et comme on disait, on a un rôle très important sur cette partie-là. C'est du développement. C'est tout simplement le pouvoir l'intégrer à l'intérieur du logiciel. On l'a fait sur les entretiens afin de matcher des compétences et proposer des plans d'action. On l'a fait sur l'ATS afin de matcher le CV avec le descriptif du poste pour voir s'il y a vraiment des données qui sont essentielles et qui sont reliées. Donc je pense qu'on continuera à suivre l'exercice et faciliter finalement le rôle des gestionnaires avec la garantie que le SIRH valide quelque chose qu'ils ont bien saisi. Je pense que c'est l'essence de la justesse qu'attendra l'entreprise et c'est là où le SIRH et la paye fonctionnent de la mano et ça y est. J'avais ramené une petite assiette, on n'a pas eu le temps avec le stress de l'appel d'en manger. Cette assiette est pour nous. Par contre, vous avez d'autres assiettes qui sont à notre stand. Donc ça, c'est pas égoïste. Donc vous l'avez au D40. Vous avez du jambon de bellota qu'on a ramené depuis Salamanca. Donc avec grand plaisir, vous êtes invités là-bas. D'accord? Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci pour l'assistance. Merci.